L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe Samsé, vous présente Si on parlait. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait, l'émission qui vous donne la parole chaque jour pour savoir ce qui se passe près de chez nous. Et aujourd'hui, avec nos invités, si on parlait des 21e rencontres Ciné-Montagne qui débutent ce mardi, d'une école qui offre à tous une deuxième chance et d'une start-up iséroise qui permet de retrouver les objets perdus. Et pour parler de ces sujets, je reçois Mercedes Garac et Jérôme Rubès. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Vous êtes respectivement directrice et président de l'école de la deuxième chance. En face de vous, Jérôme Gacchino, bonjour. Bonjour. Directeur général de France Objets Trouvés, on va l'appeler comme ça, votre start-up qui est basée à Mélan. Et puis, dernier invité de cette émission, Pierre-Loïc Chambon, bonjour. Bonjour. Directeur de la Mission Montagne de Grenoble, vous organisez les rencontres Ciné-Montagne qui se déroulent à partir de mardi jusqu'à samedi au Palais des Sports de Grenoble. Même si c'est la 21e édition, on peut rappeler quand même pour nos téléspectateurs un peu le principe de cet événement ? Oui, effectivement, chaque année, l'idée est d'inviter tous les Grenoblois et plus largement à venir du coup voir des films de montagne du mardi au samedi pour un public large et populaire. Et effectivement, on essaie d'avoir toute la diversité des disciplines de la montagne. On peut avoir des paysages. On aura aussi un film sur les femmes afghanes, par exemple, qui ont fait la première expédition d'alpinisme, mais aussi du base jump, du parapente, du ski de pentraide, etc., etc. Alors c'est un gros succès populaire, hein, depuis que c'est au Palais des Sports, beaucoup de soirées affiches complètes, alors qu'il y a 4000 places quand même à remplir chaque soir. Il n'y a qu'à Grenoble où un événement comme ça peut attirer autant de monde. Alors c'est vrai qu'effectivement on remplit, alors que quand on regarde d'où viennent les gens, ils viennent de la région grenobloise principalement à 95%. Mais il faut croire qu'à Grenoble on a plein d'amoureux de la montagne qui se donnent rendez-vous aux rencontres Ciné-Montagne chaque année pour les rassembler autour du film de montagne. Combien de personnes cumulées l'an dernier sur l'année dernière, sur on a été sur 23 000 entrées. L'année dernière, et puis voilà, on va voir cette année, mais c'est plutôt bien parti sur les préventes. D'ailleurs, j'encourage les personnes à acheter en ligne avant de venir, parce qu'il est possible qu'il y ait des soirées qui soient complètes. Ah, il y a quelques soirées à guichet fermé, puis vous avez de la chance cette année, je crois que la météo va jouer un peu en faveur d'un événement indoor. Alors nous, c'est toujours, c'est bien qu'il pleuve un peu, mais c'est bien qu'il pleuve pas trop, parce qu'on a beaucoup de gens qui viennent en vélo, hein. On a 900 places de vélo devant le Palais des Sports, et quand il pleut trop aussi, c'est un peu difficile d'affronter la pluie, donc, mais je pense qu'on va avoir une bruine, qui sera la météo parfaite. Alors vous parliez de cette programmation éclectique qui fait aussi le succès de cet événement, puisque la montagne, on peut la raccrocher à l'alpinisme, mais pas seulement, on le voit avec ces images issues de la bande-annonce de l'édition 2019, qui en a vraiment pour tous les goûts. Hein. Oui, effectivement, c'est important pour nous que ça soit à la fois des montagnards chevronnés et pointus qui trouvent des choses qui les intéressent, mais aussi des randonneurs contemplatifs ou des curieux. On a beaucoup aussi des étudiants étrangers qui viennent découvrir la montagne à travers ça. Donc on essaie à la fois d'avoir voilà, des films plus sur le paysage, mais aussi des choses plus sur l'adrénaline, voilà, d'avoir une programmation. Mais le Rencontre Ciné-Montagne, c'est pas seulement des films, hein, on a aussi des spectacles d'art vivant. Voilà, on va avoir 3 beaux spectacles cette année, dont un spectacle avec de la slackline et de la corde lisse. On utilise la grande hauteur du Palais des Sports pour permettre ça. On a aussi un salon du livre, hein, on a des livres, on a des auteurs qui sont là pour les dédicaces, et puis aussi plein de protagonistes des films qui sont là en chair et en os et qu'on peut rencontrer, à la fois qu'on pourra écouter sur le plateau, mais aussi cette année on a monté un chapiteau qu'on a décoré comme un refuge et on fait chaque soir les rencontres au refuge de 18h15 à 19h15 pour peut-être permettre aux personnes d'échanger en direct avec les protagonistes. Ah, il y a une trentaine de films au programme de cette édition 2019, hein, sur les 5 soirées de programmation, et une cinquantaine d'invités qui vont débriefer à chaud, hein, pratiquement dès que le générique du film est terminé, ils arrivent en chair et en os sur scène. Voilà, effectivement, c'est important. La montagne, elle se vit, c'est pas seulement des images, et c'était important pour nous d'avoir un temps d'échange avec les invités, puis parfois se faire croiser des gens très très différents sur la scène, et c'est aussi ça l'intérêt de ces plateaux entre les films.
Alors parmi les têtes d'affiche, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça cette année, mais il y aura Marion Herty, qui est championne du monde de freeride, qui sera là mardi pour l'ouverture. Paul Bonhomme, qui est un des guides en vue depuis quelques années, qui pratique le solo intégral quand il grimpe. Pas de corde et pas le droit de tomber non plus. Il y aura également Antoine Girard, habitué des rencontres, qui est le premier et le seul aujourd'hui parapentiste à avoir volé à plus de 8000 mètres d'altitude. Et puis François Den, qui est la star du trail, qui fait mieux que Kylian Jornet, et qui sera là, lui, le samedi, je crois, pour la clôture. Exactement. Il y a une soirée en particulier sur laquelle je voulais vous lancer, Pierre-Loïc, c'est celle du jeudi, ça s'appelle Cap à l'Est, une soirée qui sera dédiée à la Pologne. Ça peut paraître surprenant ? Pas vraiment quand on suit l'actualité montagnarde, parce qu'effectivement, les Polonais ont été très présents cette année, les années précédentes. Il y a une tradition forte de l'alpinisme. Pratiquement la majorité des sommets de plus de 8000 mètres en hiver ont été gravis par des Polonais, qu'on appelle les guerriers des glaces. Et du coup, effectivement, ils se sont attaqués, donc c'était l'hiver 2018, au K2, qui est le seul sommet de plus de 8000 mètres qui n'a pas encore été gravi l'hiver. Ils n'ont pas réussi, mais on a un film sur cette tentative qui est vraiment intéressant. Mais on peut aussi penser à Bargiel, qui a fait la première descente du K2 à ski, intégralement. Et on a effectivement toute une série de jeunes Polonais et aussi de plus anciens. Il faut savoir que le deuxième homme qui a réussi les 14 8000 après Reinhold Messmer, c'est un Polonais, qui l'a fait. Peut-être sur l'année exacte, je ne serais pas précis. Pas longtemps après, je crois, 2 ou 3 ans, début des années 90. Il a mis 16 ans, je crois, à l'époque, pour faire les 14 8000. Aujourd'hui, on les fait en moins de 7 mois. Exactement. Le record est tombé il y a quelques jours, mais bon, c'est un autre temps, d'autres méthodes. Cette soirée polonaise, ça permettra également de revenir sur l'un des drames les plus médiatisés de ces dernières années, le sauvetage de la Française Elisabeth Revol en janvier 2018, qui a fait la une, on le voit là, de la presse nationale. Pour le coup, là, la montagne était vraiment passée dans le domaine grand public. Un sauvetage très symbolique, très emblématique. Oui, effectivement, on le voit bien dans le film The Last Mountain qu'on passe ce soir-là et qui sera du coup une avant-première en France. Lorsque les Polonais sont en train d'essayer de gravir le K2 l'hiver, ils reçoivent l'information que Elisabeth Revol et son compagnon de cordée polonais d'ailleurs, sont en train de redescendre, ont fait le sommet mais sont en grande difficulté sur la descente et qu'il faut absolument aller les aider. Donc ils arrêtent leur expédition. Un hélicoptère de l'armée pakistanaise vient chercher les plus forts de l'expédition et après une montée impressionnante, c'est-à-dire les hélicoptères de l'armée les posent à 4800 mètres et puis en une seule traite, comme ça, ils montent à la hauteur d'Elisabeth Revol pour pouvoir l'aider à redescendre. Ils renoncent au sauvetage de leurs camarades polonais. Ça fait 2 jours qu'il est beaucoup plus haut, dans un état de santé beaucoup plus difficile. Et pour ne pas risquer des vies supplémentaires, ils abandonnent les recherches. Mais du coup, voilà, on a un moment très fort, effectivement, qui a fait la une de la presse médiatique. Du coup, c'est vrai que c'était intéressant pour nous de pouvoir retrouver sur le plateau à la fois Elisabeth Revol, Adam Bielicki, qui est l'un des 2 sauveteurs qui est monté très rapidement pour la sauver à plus de 7000 mètres, et puis Christophe Wileski, qui est le chef d'expédition du K2, qui est aussi un alpiniste très important dans l'histoire de la Pologne. Il a aussi réussi les 14 8000 et plusieurs 8000 en solo et en hivernal. Donc effectivement, on aura un plateau intéressant ce soir-là. Ouais, Elisabeth Revol, qu'on voit là à l'issue de ce sauvetage, sera donc présent jeudi soir au Palais des Sports de Grenoble. Je précise que c'est 7 € la place, moins cher qu'une place de ciné, et pour autant le programme est beaucoup plus copieux chaque soir. Vous pouvez aller sur le site internet des rencontres, réserver vos soirées pour éviter de faire la queue sous la pluie. Puis la première soirée de mardi sera retransmise en quasi direct sur l'antenne de Télé Grenoble. On démarrera nous après le JT de 21h. Une partie, je crois une grosse partie des recettes de l'événement sont consacrées à un autre volet de votre mission. Oui, c'est ça, effectivement, c'est important pour nous. L'ensemble de la billetterie, sauf les coûts liés à la billetterie elle-même, permettent de financer le programme Jeunes en montagne. Donc le programme Jeunes en montagne, c'est un programme mis en place par la ville de Grenoble en partenariat avec la FFCAM, la Fédération française des clubs alpins français, pour du coup emmener chaque année environ 400 enfants et jeunes pour découvrir la montagne, avec un public principalement issu des quartiers prioritaires, donc souvent qui a eu très peu l'occasion de découvrir la montagne, qui n'ont pas forcément de pratique familiale de découverte, et qu'on emmène pour un parcours. Ils vont
faire entre 5 et 7 sorties par an, que ce soit des raquettes, de la randonnée, mais aussi de l'escalade, de la via corda ou de l'alpinisme, le tout encadré par des professionnels, des guides et des accompagnateurs moyenne montagne. Et c'est vrai que c'est important pour nous effectivement, à Grenoble, on a les rencontres ciné-montagne, on rassemble 4000 personnes, mais il y a encore plein de Grenoblois pour qui la montagne est un décor un peu lointain, un peu dangereux, parce que c'est vrai que la presse nationale parle souvent de la montagne lorsqu'il y a des drames, mais la montagne, c'est pas que les drames, c'est aussi le plaisir. Et on peut faire des choses très simples. Et voilà, on n'a pas besoin de faire des exploits quand on va en montagne. On peut aussi juste prendre plaisir à se promener. Et donc, du coup, voilà, on développe un programme Jeunes en montagne. Et l'année prochaine, on va développer aussi un programme qui s'appelle Famille en montagne, en lien avec les maisons des habitants dans les quartiers prioritaires, pour aussi faire découvrir des plaisirs simples, peut-être rencontrer un berger ou faire une balade en forêt, avec des familles de Grenoble qui n'ont vraiment pas cette habitude et cette culture-là de découvrir la montagne. Mercedes Garac, je crois que les activités de montagne font partie du programme de l'école de la deuxième chance. Tout à fait. Alors, le sport, c'est toutes les semaines à l'école de la deuxième chance pour les 275 stagiaires que nous accompagnons tous les ans. Et la montagne particulièrement parce que ça permet de travailler avec les jeunes d'autres notions, notamment la prise de confiance, le dépassement de soi, mais aussi la connaissance du territoire. C'est vrai que c'est magnifique la montagne, ça amène des sensations fortes et des émotions fortes. Donc on utilise beaucoup ce vecteur-là, cet outil-là pour accompagner les jeunes. Alors, l'école de la deuxième chance, c'est une structure atypique qui existe sur l'agglomération depuis 10 ans. Comment on peut la présenter, Jérôme Rubès ? En quelques mots très rapides, c'est un organisme de formation. Je le dis, c'est important parce que c'est vrai qu'on l'appelle école de la deuxième chance. Le nom n'est pas bien choisi finalement. Non. Alors disons que le nom a été choisi il y a 20 ans. Les écoles ont été créées en 99 par Édith Cresson. On y reviendra, j'imagine, sûrement. Mais c'est donc un organisme de formation pour des jeunes de 16 à 25 ans que nous accueillons, qui ont le statut de stagiaire pour la région Rhône-Alpes, qui sont rémunérés et effectivement qui sont sortis du système scolaire sans solution. Et grâce à l'école de la deuxième chance, on travaille avec eux, non pas une pédagogie, on va dire, descendante, comme l'école pourrait le faire, mais bien une pédagogie où le jeune est impliqué et travaille avec l'école son projet pour faire en sorte qu'à la sortie de l'école, soit il ait un projet professionnel, soit il ait un retour aussi en formation, ou soit, même s'il n'a pas une solution concrète à la sortie de l'école, il y a quelque chose, quelques mois plus tard ou quelques années plus tard, dont les bénéfices de l'école se font ressentir. En tout cas, les témoignages qu'on a pu avoir de certains jeunes, c'est que quelques années plus tard, ils nous disent oui, à l'école, finalement, grâce à l'école de chance, au bout de quelques temps, j'ai pu faire ça parce que j'ai eu un travail sur moi-même, j'ai regagné confiance en moi et ça, c'est important de travailler avec eux. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont travaillées avec les jeunes et c'est vrai qu'en tout cas, de manière simple, c'est comme ça que je présenterai l'école. Mercedes, ça veut dire qu'il n'y a pas de programme en tant que tel, c'est un peu du sur-mesure ? Exactement, c'est un parcours individualisé, c'est ce qui fait la richesse des écoles de la deuxième chance, c'est leur spécificité. Donc, les jeunes entrent en tout petits groupes, alors ils rentrent toute l'année, s'il n'y a pas une entrée scolaire en septembre. Donc tout au long de l'année, les jeunes entrent en petits groupes, donc c'est des groupes de 8 à 12 jeunes, à peu près tous les 15 jours ou tous les mois, ça dépend de la période de l'année. Et on va partir de là où en est le jeune et où il veut aller. En fonction du coup de là où il en est, en termes de, on va dire, de savoir de base, maths, français, informatique, culture générale, et vers quel projet ou vers quel objectif il a envie de tendre. Et on va construire le programme en fonction de cet objectif. Et donc les cours vont être ajustés à chaque jeune. Donc chaque jeune a un planning spécifique avec plus ou moins de français, plus ou moins de maths, plus ou moins de culture générale, du sport de façon systématique, et puis des projets. Les projets, c'est ce qui tient aussi la dynamique de l'accompagnement parce que c'est ce qui va faire la différence fondamentale avec une école. C'est que là, le jeune va pouvoir imaginer un voyage à l'étranger, imaginer un séjour en montagne, imaginer et concevoir un produit technologique, par exemple. C'est ce qu'on est en train de faire aussi en ce moment avec notamment un Fab Lab que l'on crée à l'école de la deuxième chance grâce à un financement par la Fondation Orange. Il y a des diplômes à la fin qui sont des diplômes équivalents de ce qu'on Alors trouve non, ailleurs? Il n'y a pas de diplôme. Il y a une attestation de compétences acquises qui valide du coup des compétences fondamentales qui ont été acquises et déployées tout au long du parcours, donc sur les 7 à 9 mois à peu près. Cette attestation-là, elle va permettre aussi d'acter les progrès des jeunes sur l'ensemble de la pédagogie qui
qui va être menée, sur les stages qui ont pu être faits, sur les savoirs, les compétences émotionnelles également qu'il a pu du coup acquérir. Et cette attestation de compétences, il peut la montrer effectivement lors soit d'un recrutement, soit d'une entrée en formation plus tard. Vous parliez des partenariats, notamment avec Orange. Je crois qu'il y a d'autres entreprises de l'agglomération grenobloise qui sont partenaires de l'école. Le financement, Jérôme Rubès, les collectivités, vous êtes élu à la métropole. J'imagine qu'elles s'impliquent aussi dans un projet comme ça? Elle s'implique beaucoup puisque le bâtiment a été construit sur Grenoble par Grenoble Alpes Métropole. Et effectivement, les collectivités locales font partie du financement. Je rappelle juste que l'association, elle est départementale. Et nous avons 3 sites, un sur Voiron, un sur Vienne et un sur Grenoble, qui couvrent l'ensemble du territoire quasi isérois. Et c'est vrai que les collectivités locales sont impliquées, l'État fortement et les régions fortement également. Après, il y a les entreprises à travers la taxe d'apprentissage ou les fondations à travers du mécénat ou effectivement des partenariats, comme on a pu le montrer par le Fab Lab. Puisqu'on parle d'argent, l'inscription est gratuite, je crois, pour les élèves, oui. Mais eux sont rémunérés pendant leur formation. Et oui, puisqu'ils ont du coup le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Donc ils sont rémunérés, donc 110 € quand ils sont mineurs, au moins 320 quand ils sont majeurs. Et puis c'est augmenté en fonction de leur statut, s'ils sont RSA, s'ils ont des droits au Pôle emploi. On rentre comme ça dans cette école ou comment... Alors, on candidate déjà, on vient assister à une information collective. Si le jeune est intéressé, ensuite il est reçu en entretien individuel et puis il entre dans les 15 jours, un mois qui suit effectivement le premier contact. Jeudi 7 novembre, c'est la soirée anniversaire, la journée anniversaire. Jérôme, ce sera les 10 ans en tout cas du site grenoblois. Et vous aurez la chance d'avoir une ancienne première ministre française, Édith Cresson. Vous l'avez dit, c'est elle qui a créé ce concept à l'époque où elle était en place. Alors, en tout cas, c'est effectivement elle qui a, il y a 20 ans, fait en sorte qu'il y ait pu avoir ce dispositif, ce programme au niveau de la France, sur l'école de la deuxième chance. Alors, c'est un réseau, il faut le dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément d'écoles sur le territoire. Rien qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, puisque maintenant on est une région fusionnée, il y a 11 écoles, quasiment une par département. Et c'est vrai que ce qui est important, en tout cas, de dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'écoles qui se créent. On était pendant un certain nombre d'années peu d'écoles, et chaque année, ça évolue. Et ça montre, en tout cas, le besoin qui se fait ressentir. C'est une des solutions, et ça fait partie d'ailleurs du plan pauvreté. On a été reconnu dans le cadre du plan pauvreté émis par le gouvernement. École de la deuxième chance qui fait école. Et puis, je rappelle qu'Édith Cresson, c'est la seule femme à avoir été Premier ministre. Il y a eu 22 hommes et une femme sous la Ve République. On est un peu loin de la parité que nous vendent nos élus régulièrement. C'est un peu plus mixte, l'école de la deuxième chance, oui. Oui, c'est un peu le mix. On n'est pas à parité. On a baissé un peu en candidate féminine. On est à 47% de femmes aujourd'hui à l'école de la deuxième chance. On attend d'ailleurs Édith Cresson avec impatience et ils ont plein de questions à lui poser, les jeunes, sur sa vie de femme politique, sa vie de seule femme première ministre. C'est quand même pas rien. Et donc, voilà, ils ont de nombreuses questions. Eh bien, ils pourront lui poser jeudi après-midi à Grenoble. On va rester dans le concept de la deuxième chance avec Jérôme Gacchino. La deuxième chance pour nos objets, les objets du quotidien qu'on arrive à perdre malencontreusement au détour d'un voyage ou d'un rendez-vous. C'est toujours un traumatisme quand on perd un objet. En général, quand c'est un objet du quotidien, c'est des objets auxquels on est attaché, qui peuvent nous servir. Le parapluie, on s'en remet. Le doudou, l'ordinateur, c'est plus compliqué. En effet, c'est effectivement l'école de la deuxième chance pour les objets perdus. On a tous été confrontés un jour à la perte d'un objet, plus ou moins lié émotionnellement avec soit notre famille, soit nous-mêmes. Et nous, on a mis en place un système, une plateforme de gestion digitale des objets trouvés, avec les outils actuels qui nous permettent de communiquer et d'intercommuniquer pour permettre en fait aux gens qui perdent et aux gens qui trouvent de finalement se retrouver et permettre aux gens de retrouver l'objet perdu tant convoité finalement. Alors comment
comment ça marche cette plateforme ? En fait, c'est une plateforme qui est disponible sur le web. Vous déposez en fait votre annonce d'objet perdu. La personne qui trouve un objet la dépose également. Et nous, on a un algorithme automatique intelligent qui fait les correspondances entre les annonces des objets trouvés et les annonces des objets perdus et qui met en contact les deux personnes ou l'organisme qui a retrouvé, parce que généralement, les objets perdus sont récupérés par plutôt des organismes, des collectivités ou des entreprises qui gèrent du public. C'est presque le principe d'un site de rencontre. Vous essayez de faire en sorte que ça matche, quoi. C'est exactement ça. C'est le mythique de l'objet trouvé. Et ça donne quoi en termes de résultats ? Disons, ça fait 3 ans qu'on existe. Aujourd'hui, on est à plus d'1,5 million d'objets retrouvés grâce à notre plateforme, qui est utilisée par des sociétés privées comme Air France, l'aéroport de Lyon, mais aussi des collectivités comme la mairie de Grenoble, mais aussi la mairie de Saint-Tropez, et dernièrement la mairie de Paris, qui est le centre d'objets perdus trouvés le plus important d'Europe. Alors il y a encore de la marge, je crois qu'il y a à peu près 3 millions d'objets qui seraient perdus, en tout cas déposés aux objets trouvés par an en France. Vous en avez fait 1 million en 3 ans. Il y a encore beaucoup d'objets, il y a une majorité d'objets qui ne retrouvent pas leur propriétaire aujourd'hui. Exactement, alors ça c'est ce qu'on appelle on lutte pour justement faire en sorte que ce chiffre baisse. Et quand on utilise notre solution, généralement les organismes multiplient par 5 à 7 leur taux de restitution, ce qui leur permet de réduire leur stock et au final d'avoir en fait une approche anti-gaspi et anti-réachat quelque part des objets qui auraient pu être finalement perdus et non retrouvés. Parce qu'ensuite, il faut les gérer. Et là, on a, nous, également un autre service qui permet de gérer toute cette seconde vie de l'objet non restitué pour faire en sorte qu'il ait une seconde vie encore derrière de recyclage pour éviter le gaspillage, justement. 1 milliard d'euros, c'est l'estimation de la valeur totale des objets perdus par les enfants et qui suscite un réachat. C'est quand même un poids économique qui n'est pas négligeable. C'est juste énorme. L'idée, c'est quand même que ce milliard d'euros baisse de manière significative. Alors, au détriment peut-être de l'industrie du jouet ou des doudous, mais quelque part, on est aussi dans cette dynamique du développement durable, d'essayer de faire en sorte que les objets qui sont perdus puissent retrouver leur propriétaire, afin que, l'enfant soit content, les parents aussi puissent dormir, et que quelque part, l'objet ne soit pas refabriqué et réacheté derrière. Plus de 700 ordinateurs portables oubliés chaque semaine à l'aéroport Charles de Gaulle de Paris. Moi, quand j'ai vu le chiffre, j'ai cru que c'était une faute de frappe. Non, vous me confirmez. Hein. Non, je vous confirme. Je peux même vous donner encore un chiffre encore plus impressionnant. C'est 15 000 ordinateurs perdus sur les 3 plus gros aéroports européens. Et encore, l'ordinateur portable n'est pas forcément l'objet le plus perdu. Quand on regarde les chiffres sur les téléphones mobiles ou sur les portefeuilles, c'est juste fois 2. Donc, nous, on est là pour faire en sorte que l'aéroport puisse mettre en œuvre tous les moyens à disposition pour faire en sorte que le perdant retrouve son objet perdu dans l'aéroport ou ailleurs. C'est pour ça que la plateforme permet à l'ensemble de nos clients de pouvoir retrouver des objets qui ont été aussi perdus dans d'autres établissements. Alors, vous êtes basé dans l'agglomération grenobloise, à Mélan. Hein, c'est une start-up iséroise, même si aujourd'hui vous êtes le leader européen de ce nouveau marché de l'objet trouvé et de la plateforme numérique. Vous parliez de Paris, c'est un peu la Mecque des objets trouvés, 600 à 700 objets ramenés chaque jour. Ah oui, quand on va à la préfecture de police de Paris qui gère les objets de cette ville, qui est la plus grande ville touristique au monde, il faut savoir que c'est un bâtiment qui fait plus de 200 mètres par 200 mètres avec des objets trouvés qui vont du dentier jusqu'à la roue, en passant par les téléphones portables et les ordinateurs. Et que, on est là, on se dit qu'on a une mission pour faire en sorte de réduire sensiblement ces objets qui, finalement, ne retrouvent jamais leur propriétaire. Et donc, les technologies d'aujourd'hui qui permettent d'un seul coup de téléphone de pouvoir déposer une annonce rapidement sur notre plateforme et de tout de suite retrouver de manière automatique un mail en disant « Ah, on a retrouvé votre téléphone mobile ». Vous imaginez, on est tout le temps face à la fatalité quand on a perdu. Quand vous avez la préfecture qui vous appelle en vous disant « On a retrouvé votre téléphone portable », vous imaginez un petit peu la joie et l'émotion que vous pouvez ressentir. On voit quelques images de cette caverne d'Ali Baba, les objets trouvés à Paris. Il y a des robes de mariée, il y a des crânes aussi. C'est pas
Oui, qui a pu faire ça. Il attend depuis longtemps, celui-là. Alors, il y a même des pierres tombales, hein, pour tout vous dire. Donc, Les choses les plus insolites que vous ayez pu rendre à leurs propriétaires depuis que votre plateforme existe? Alors, rendu, on a des dentiers, on a une prothèse de jambe, en plastique, Prothèse, ouais. mais une prothèse, voilà, genre d'objet qu'on peut retrouver grâce à notre plateforme. On retrouve plus de téléphones portables, des doudous et des clés, par exemple. Ah, le doudou, c'est, on va dire, l'emblème de l'objet perdu qu'on peut difficilement remplacer. Ah oui, c'est très compliqué. Ça permet aux parents de pouvoir redormir enfin sur leurs deux oreilles, et ils sont ultra reconnaissants par rapport à notre outil qui leur sauve la vie quelque part. Ça marche pour les animaux également, votre site? Tout à fait. En fait, tout objet ou animal perdu peut être déclaré sur la plateforme, et toute personne qui retrouve un animal qui n'aurait pas forcément sa puce peut également le déclarer sur la plateforme. L'idée, c'est vraiment l'intermédiation entre les gens qui perdent et les sociétés qui retrouvent. Parce que principalement, quand même, dans la majeure partie des cas, c'est quand même les sociétés et les collectivités qui gèrent ça. Il faut savoir qu'il y a une loi de janvier 1995 qui demande en fait aux mairies de gérer en fait les objets perdus trouvés sur leur commune. Alors il n'y a pas de décret d'application, donc elles n'ont pas forcément de règles à respecter, mais en tout cas c'est les polices municipales ou les services d'objets trouvés des mairies qui gèrent cela. Donc vous leur vendez le service et ça reste gratuit pour les utilisateurs. Tout à fait, exactement. Ce qui permet justement de rentrer dans un plan d'action publique 2020 qui est demandé par l'État, de dématérialiser en fait l'ensemble des services qui sont dédiés à la population. Donc là, il y a une vraie digitalisation du service, et qui permet notamment après à la mairie et aux polices municipales de gagner jusqu'à 40 à 50% du temps administratif. Puisque on enlève ce qu'on appelle le bruit, c'est-à-dire les gens qui appellent de manière systématique tous les 2 jours pour savoir si on a retrouvé leur portefeuille ou leur chien. Voilà. Là, voilà, les gens, la police municipale indique qu'il faut déclarer sur le site de la mairie, et en fait, on les rappellera, où il y aura un mail automatique qui sera envoyé quand on aura retrouvé leur objet. Et ils se sentent pris en charge quelque part. La plateforme s'appelle France Objets Trouvés. Le site s'affiche. Il y a beaucoup d'objets trouvés perdus pendant les rencontres ciné-montagne, Pierre-Luc? Je sais pas trop. On a une des consigne. crampons, des piolets. Non, pas trop. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de doudounes aux rencontres ciné-montagne. Et aussi, on met en place une consigne pour les. Effectivement, on a quelques personnes qui arrivent directement avec des piolets, parfois qu'on peut pas faire entrer dans le Palais des Sports pour des raisons de sécurité. Aussi, donc trottinettes ou des casques. Donc chaque année, on met en place une consigne pour que les gens puissent laisser des choses à l'entrée. Bon, merci en tout cas à tous les 4. Demain, on continuera à parler de la montagne, la petite sœur des rencontres, les rencontres montagne et sciences qui ont lieu vendredi et samedi en ouverture, on va dire, des soirées au Palais des Sports. On parlera réchauffement climatique, fonte des glaciers et aussi préservation des mondes perdus avec des scientifiques qui seront sur ce plateau. Bonne soirée et on se retrouve demain. Bonsoir. L'entrepôt du bricolage, filiale du groupe SAMC, vous a présenté Si on parlait.